L'homme qui se tenait au sommet du monde, au fait d'une gloire presque divine, ne savait pas à quel point la chute serait vertigineuse et brutale. En 1812, l'empereur Napoléon Bonaparte, maître absolu de l'Europe continentale, rassembla la plus grande armée que le continent ait jamais vue. Plus de 600 000 hommes, la grande armée, une machine de guerre multinationale, une mosaïque de 20 nations, tous prêts à le suivre aveuglément jusqu'au bout du monde connu. Leur destination, la lointaine et mystérieuse Moscou. L'objectif officiel, punir le tsar Alexandre Ier pour sa trahison commerciale. L'objectif réel, soumettre la dernière grande puissance qui osait encore se dresser face à son hégémonie. Les avertissements de ses conseillers les plus prudents, comme Caulaincourt qui connaissait la Russie, se perdirent dans le fracas assourdissant des canons et le tumulte arrogant des préparatifs. Pour Napoléon, la prudence était devenue une faiblesse, un mot rayé de son dictionnaire personnel. Il était convaincu que sa seule présence, le poids insoutenable de sa légende, suffirait à écraser toute résistance. Il s'apprêtait à commettre l'erreur de sa vie, une erreur née de l'ubris, ce péché mortel des conquérants qui se croient devenus des dieux. La grande armée s'enfonça dans l'immensité infinie de la plaine russe, comme une rivière puissante et scintillante d'acier. Mais cette rivière se jetait dans un désert hostile et silencieux. Les Russes, sous le commandement du vieux et rusé maréchal Koutouzov, refusaient obstinément la bataille décisive et glorieuse que Napoléon désirait plus que tout. Ils se retiraient, encore et toujours, appliquant avec une discipline de fer la tactique de la terre brûlée. Derrière eux, ils ne laissaient qu'un paysage de désolation, des villages en cendres dont s'échappait une fumée âcre, des champs dévastés aux récoltes détruites et des puits empoisonnés. L'armée française avançait dans un vide angoissant, ses lignes de ravitaillement s'étirant dangereusement sur des centaines de kilomètres, devenant fragiles comme du verre. La faim, la dysenterie et la fatigue commencèrent leur œuvre de destruction bien avant que le premier coup de feu important ne soit tiré. La grandeur même de l'armée devenait sa plus grande faiblesse. Un monstre magnifique mais trop grand pour être nourri par une terre qui se refusait à lui. Et puis, enfin, les Russes s'arrêtèrent. Près du village de Borodino, sur les rives de la Moskova, la bataille tant attendue eut lieu. Ce ne fut pas une manœuvre de génie comme à Austerlitz. Ce fut un carnage apocalyptique, un affrontement brutal et sanglant, un véritable bain de sang où les hommes se jetaient, les uns sur les autres avec une fureur primitive. Les Français prirent les positions russes, mais à un coût humain effroyable et insensé. Plus de 70 000 morts et blessés des deux côtés en une seule et terrible journée. C'était une victoire, oui, mais une victoire au goût amer de la cendre, une victoire qui laissait l'armée victorieuse presque aussi mutilée que l'armée vaincue. L'armée russe n'était pas anéantie, elle s'était repliée en ordre, laissant le champ de bataille jonché de corps. Napoléon entra enfin dans Moscou, mais il y trouva une ville fantôme, étrangement silencieuse, vidée de ses habitants. Il attendait une délégation de nobles pour lui offrir les clés de la ville et demander la paix. Personne ne vint. Le silence glacial du Kremlin était sa seule réponse. Et puis, la nuit, la ville s'embrasa. Les Russes mettaient le feu à leur propre capitale sacrée, un acte de défi total pour la refuser à l'envahisseur. Depuis les fenêtres du palais des tsars, Napoléon, choqué et incrédule, regardait l'océan de flammes dévorer son prix. Il avait conquis une ville de cendres. Il n'était pas un conquérant, il était un prisonnier. Le piège s'était refermé. Pendant des semaines, il attendit en vain un signe du tsar, s'accrochant à l'espoir illusoire d'une paix négociée. Mais le seul signe qui vint fut celui de l'hiver. Les premières neiges commencèrent à tomber, légères d'abord, comme un voile trompeur, puis de plus en plus lourdes et épaisses. L'ordre de la retraite fut donné, bien trop tard. Ce ne fut pas une retraite, ce fut une déroute, la lente et inexorable agonie de la plus grande armée du monde. Le général Ivor, que ses conseillers avaient tant redouté, était entré en scène avec une fureur implacable, et c'était un ennemi que même le génie de Napoléon ne pouvait vaincre. Les températures chutèrent à des niveaux polaires, -20, -30, parfois -40 degrés. Les chevaux mouraient par milliers, leurs cadavres gelés jonchant la route, privant la cavalerie de ses montures et l'artillerie de ses attelages. Les soldats, vêtus de haillons, les pieds enroulés dans des chiffons,
affamés, marchaient comme des spectres hagards dans un paysage de glace infini. La faim les poussait à une folie barbare. Ils mangeaient tout ce qu'ils trouvaient, des bougies, de la poudre à canon mélangée à de la neige, et même la chair de leurs camarades tombés au combat. Et puis, il y avait les Cosaques. Ces cavaliers fantômes, surgissant des blizzards, harcelaient sans relâche les colonnes françaises disloquées, frappant les traînards, massacrant les blessés, disparaissant aussi vite qu'ils étaient apparus. La discipline militaire, autrefois la fierté de l'armée, s'effondra complètement. Les soldats jetaient en leurs fusils, qui leur gelaient les mains, pour s'envelopper dans des couvertures volées. L'amitié et la camaraderie disparurent, remplacées par la loi primitive du chacun pour soi. Le passage de la rivière Bérésina fut l'apothéose de l'horreur. Sous le feu de l'artillerie russe, des milliers d'hommes, de femmes et d'enfants se noyèrent dans les eaux glacées en tentant de traverser sur des points de fortune qui s'effondraient. C'était une vision de l'enfer de Dante. Au milieu de ce chaos, Napoléon prit une décision terrible. Il laissa le commandement à son maréchal Murat et quitta l'armée en secret, filant à toute vitesse sur un traîneau vers Paris pour sauver son trône chancelant. Était-ce un acte de réalisme politique ou une lâche désertion ? L'histoire en débat encore. Derrière lui, il laissait les restes de son armée mourir dans la neige. Sur plus de 600 000 hommes qui étaient entrés en Russie, moins de 30 000 en revinrent en état de combattre. Le mythe de l'invincibilité de Napoléon était mort, enterré pour toujours dans les plaines gelées de Russie. Vous n'allez pas le croire, mais la nouvelle du désastre se répandit comme une traînée de poudre en Europe. Le lion était blessé, et les chacals sortaient de l'ombre. Le roi de Prusse, autrefois son allié forcé, fut le premier à le trahir et à s'allier au tsar. Bientôt, l'Autriche, la Suède, et même ses anciens alliés allemands, se joignirent à la curée. Toute l'Europe, épuisée par des années de guerre, forma une nouvelle et gigantesque coalition. Mais Napoléon n'était pas encore fini. Avec une énergie surhumaine qui stupéfia ses ennemis, il retourna en France, et par la seule force de sa volonté, leva une nouvelle armée. Mais ce n'était plus la grande armée. Les vétérans gisaient en Russie. Cette nouvelle armée était composée de jeunes conscrits, des adolescents à peine sortis de l'enfance, surnommés les Marie-Louise. Ils étaient braves. Ils idolâtraient leur empereur, mais ils manquaient d'expérience, d'endurance et de la discipline de fer de leurs aînés. Pourtant, le génie de Napoléon brillait toujours d'un éclat fiévreux. Il remporta plusieurs victoires surprenantes contre des forces largement supérieures en nombre, mais pour chaque homme qu'il perdait, les Alliés en amenaient 10. La guerre était devenue une question de chiffres, une guerre d'attrition, et les chiffres étaient massivement contre lui. En octobre 1813, à Leipzig eut lieu la bataille des nations, la plus grande bataille de l'histoire jusqu'alors. Napoléon et ses 190 000 hommes firent face à plus de 350 000 soldats de la coalition. Pendant 3 jours, la bataille fit rage. Napoléon était sur le point de réussir l'impossible, mais au moment crucial, ses alliés saxons changèrent de camp en plein milieu des combats et tournèrent leurs canons contre les Français. La trahison scella son sort. La bataille était perdue. Ce fut sa première défaite décisive en personne. L'Empire s'effondrait pièce par pièce. La retraite d'Allemagne se transforma en une course désespérée vers la France. Pour la première fois depuis la Révolution, le sol sacré de la patrie était envahi par des armées étrangères. Napoléon se battit comme un lion pour défendre son pays. Il mena une campagne brillante, la campagne de France, remportant victoire sur victoire avec une poignée d'hommes. Mais c'était trop peu, trop tard. Pendant qu'il se battait à l'est, les Anglais avançaient au sud. Paris était menacé. Et c'est là que le coup de grâce lui fut porté, non pas par ses ennemis, mais par ses propres hommes. Ses maréchaux, les hommes qu'il avait fait roi et prince, étaient épuisés. Ils ne croyaient plus à la victoire. Ils voulaient en sauver ce qui pouvait encore l'être. Au château de Fontainebleau, ils l'affrontèrent. Ney, le brave des braves, lui dit que l'armée n'obéirait plus. Le maréchal Marmont, son ancien ami d'école, livra Paris aux Alliés sans combat. La trahison était partout. Isolé, abandonné de tous, il fut contraint d'abdiquer. Le 6 avril 1814, l'homme qui avait dirigé l'Europe signa le document qui mettait fin à son règne. Cette nuit-là, dans le silence de son bureau, il tenta de se suicider en avalant le poison qu'il portait toujours sur lui. Mais le poison, trop vieux, avait perdu son efficacité. Le destin lui refusait même une mort qu'il avait choisie.
Les vainqueurs lui accordèrent la souveraineté sur une petite île en Méditerranée, l'île d'Elbe. Un royaume de pacotille pour l'homme qui avait possédé un continent. Avant de partir, il fit ses adieux à ceux qui lui étaient restés fidèles jusqu'au bout, sa vieille garde. Dans la cour du château de Fontainebleau, il rassembla ses vieux soldats, les larmes aux yeux. Il prit leur drapeau, le pressa contre son cœur et l'embrassa. « Adieu mes enfants, dit-il, la voix brisée. Mes vœux vous accompagneront toujours. Ne me plaignez pas. » C'était la fin d'une ère. L'aigle était en cage. Le voyage vers l'île d'Elbe fut une humiliation suprême. Il dut traverser des régions de France qui lui étaient hostiles, où des foules en colère tentèrent de le lyncher. Il dut même se déguiser pour sauver sa vie. Lui, l'empereur, caché sous un uniforme étranger. Enfin, il arriva sur sa petite île. Les rois d'Europe retournèrent à Vienne pour danser et se partager les restes de son empire, croyant qu'ils s'étaient débarrassés de lui pour de bon. Ils avaient enfermé le lion, mais ils avaient oublié une chose fondamentale. Un lion, même en cage, reste un lion. Et depuis son rocher, il observait, il écoutait, il attendait son heure. Car Napoléon Bonaparte n'avait pas encore dit son dernier mot.